Donc ils ont commencé à nous tirer dessus. Notre véhicule a été percuté par un RPG qui n'a pas explosé, donc on a eu un bol incroyable. Le véhicule derrière a eu moins de chance, il y a eu 4 blessés. Et on s'est rendu compte à un moment, au sommet de cette colline, que on allait y passer si on sortait pas du véhicule. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, on se retrouve comme chaque semaine pour ce nouveau format, ce carnet de route de vos expériences journalistiques, de vos reportages qui vous ont marqué tout au long de votre carrière. Et là, Régis, on retourne là où tout a commencé, en Irak. Oui, tout a commencé en Irak. Pourquoi en Irak? Tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais correspondant de Paris Match aux États-Unis. À partir de juillet, je suis arrivé aux États-Unis en juillet 2003. Et puis, il n'y avait pas, on pouvait pas ouvrir une télé ou une radio sans que la grosse affiche de l'actualité, c'était ce qui se passait pendant cette guerre. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait 150 000 GIs américains qui étaient à Bagdad et qui occupaient l'Irak en fait, hein, que la campagne qu'ils avaient menée au début avait été très facile. Mais dès le moment où je suis arrivé aux États-Unis, ça a commencé à virer vinaigre pour l'armée américaine. Il a commencé à avoir des attentats, une insurrection qui est née. Je me souviens, le premier sujet que j'avais fait, c'était sur la mort de Oudaï et Koussaï, les deux frères, les deux fils, pardon, de Saddam Hussein. Et puis après, bah, évidemment, j'étais aux États-Unis. Je me suis dit, c'est pas possible que je couvre l'actualité américaine sans aller en Irak. Ça me paraissait aberrant. Alors, Paris Match avait d'autres correspondants, d'autres reporters qui partaient en Irak, mais ils couvraient les insurgés, ils couvraient l'autre côté. Il n'y avait personne avec l'armée américaine. C'est pour ça que j'ai proposé au directeur de la rédaction à l'époque, Alain Genestar, de me rendre en Irak avec un photographe expérimenté qui s'appelait Chris Ondros, un photographe de l'agence Getty. Et nous sommes partis en mars 2006. Pour moi, c'était voilà, le baptême du feu. C'était votre premier grand reportage. Premier grand reportage. Alors, j'avais essayé de maquiller ça en disant je prendrai pas trop de risques parce que je vais couvrir un hôpital de campagne. On fera que la partie chirurgicale et du coup, je serai pas exposé à l'extérieur. Bon, ça, c'est ce qu'on dit au directeur. Et puis, il y a ce qu'on fait sur le terrain. Mais déjà, Régis, moi, ça m'intéresse. En tant que jeune journaliste, comment on fait pour convaincre un directeur de la rédaction qu'on doit aller couvrir une zone potentiellement risquée? Bah, pour Alain Genestar, c'était d'être avec quelqu'un d'expérience, qui était le fait marquant. Il fallait que j'ai à côté de moi un photographe. Bon, Chris Ondros, c'était très connu. Il avait, je crois, déjà obtenu un World Press. Donc, dans la profession, il faisait autorité. Donc, ça a rassuré mon directeur. Et de cette manière, j'ai pu voilà, m'échapper, si vous voulez, parce qu'aux États-Unis, je couvrais l'Irak, mais c'était uniquement les familles de blessés, les familles dans le deuil. Je faisais ce qu'on appelait le home front, c'est-à-dire le front à domicile, en fait. Et donc, pour moi, ça n'allait pas du tout. Il fallait que j'aille voir ce qui se passait. Et il y avait une certaine logique. Et j'avais obtenu, en fait, globalement, de la part de mon directeur, d'aller couvrir l'Irak quelques semaines, en gros tous les 6 mois, parce que la situation, évidemment, va se dégrader. Et quand j'arrive, donc je fais ce premier reportage, je pensais précisément comment que ce serait moins dangereux ou que ce serait plus facile de couvrir un hôpital. euh, Bon, évidemment, j'ai fait quelques patrouilles dans la première semaine. Et puis la deuxième semaine, il y a eu une offensive. Et c'est là, au moment de l'offensive, où je me retrouve dans la zone de Balad, qui est une base aérienne, une ancienne base aérienne de Saddam Hussein, de l'armée de Saddam, occupée par les Américains au nord de Bagdad. Et je me retrouve dans un hôpital de campagne pendant une offensive.
Là, autant vous dire que, en fait, c'était l'horreur absolue, quoi. C'est-à-dire que on voyait des types arriver dans des sacs. On savait on voyait les morts qui s'accumulaient. On voyait ces gens aussi qu'on opérait immédiatement. Et nous, on était dans les urgences, quoi, au milieu de gens à qui on tripotait le bide. J'ai assisté à des trépanations. Voilà, et je pensais que ça serait plus facile. En fait, ça a été un véritable choc. J'ai passé une dizaine de jours à vivre avec les chirurgiens, les infirmiers, à dormir avec eux. Le soir, on s'endormait dans des sièges, c'est-à-dire des sièges un peu comme ça. En Irak, il y a beaucoup de sièges, beaucoup de canapés en cuir infestés par l'odeur de la cigarette. Et je me souviens d'un matin comme ça, de m'être réveillé. Il y avait le chirurgien qui avait opéré toute la nuit, qui avait encore ses gants, qui était en train de dormir sur un canapé comme moi, les yeux comme ça, les yeux fermés, la tête en arrière, et il y avait comment, le soleil qui baignait la pièce. C'est une espèce d'atmosphère. On se dit, c'est fou, on est allé au bout de nous-mêmes. On s'est couché à 5 heures du matin. Et on a vécu cette vie de l'hôpital, voilà. Et c'était mon premier reportage, extrêmement, extrêmement dur. Quand certaines personnes meurent devant vous aussi, c'est souvent des façons des choses qu'on rappelle. C'est-à-dire que voir un cadavre, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas très agréable, mais enfin, un mort est un mort. Par contre, voir quelqu'un mourir, c'est quelque chose de, c'est des sacrées expériences. Donc voilà, c'était la première entrée en matière, et on a fait 10 pages dans le magazine. Au retour, on est repassé par l'Allemagne. On a accompagné les blessés dans un C-17, qui était un avion de transport de troupes aménagé en hôpital. Donc là, on dormait par terre à côté des blessés pendant le vol. Je me souviens de la base de Ramstein, l'hôpital de Landstuhl qui était à côté, qui était hôpital et base américaine, énorme base américaine en Allemagne. On avait suivi trois copains GIs qui avaient été tous les trois blessés lors d'un attentat. Et on avait fait un petit peu tout leur itinéraire jusqu'à ce qu'ils retournent aux États-Unis. Voilà, c'était mon premier gros reportage. Il y a aussi le fait que j'en avais pas parlé à mes parents, j'avais pas dit à mes parents que j'étais parti en Irak, et je ne leur ai dit qu'une fois en Allemagne. Je les ai appelés pour leur dire, voilà, vous inquiétez pas, je suis allé en Irak, mais je suis sorti du pays. Parce que ça aussi, on parle de convaincre un directeur, mais convaincre une famille d'aller sur une zone de guerre, c'est pas facile non plus. Régis, notre jeune alternant Élie a aussi une question à vous poser. Élie, je t'écoute. Oui, Régis, vous avez suivi longtemps l'action des forces américaines. Qu'est-ce que vous en retirez? Alors, les forces américaines, pour moi, c'était... vous savez, il y a cette fameuse phrase de Churchill, Winston Churchill, qui disait: les Américains finissent par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste. Je crois que l'Irak incarne complètement cette phrase de Churchill. C'est-à-dire que pour moi, quand je suis arrivé, les Américains étaient peut-être la force la moins adaptée au monde pour occuper un pays arabe. Le clash était total. Je me souviens d'être dans un Humvee, donc un véhicule de transport de troupes. Évidemment, bon, on fait une patrouille, il y a des temps morts comme ça, on discute, on fait de ce qu'on appelle small talk avec les soldats. Et tout à coup, il y a un soldat qui voit un portrait de l'imam Ali. On était dans un quartier chiite. Donc, les chiites sont très démonstratifs dans leur foi, et aiment mettre des images, au contraire des sunnites qui n'utilisent pas les images. Donc dans les quartiers chiites, il y avait l'imam Ali. Et tout à coup, ce jeune soldat qui venait d'arriver, dit: c'est incroyable, ils sont tellement avec nous que pour nous accueillir, ils mettent des portraits du Christ. Et l'imam Ali était effectivement, il y avait une vague ressemblance, une barbe, bon, un visage moyen-oriental, un habit qui pouvait ressembler effectivement à Jésus-Christ. Et bon, ses copains qui avaient un peu de bouteille lui disent: non, non, c'est pas ça. You, you got it wrong, man. Et bref, tout le monde rigolait. Mais ça montre un peu le contraste. C'est-à-dire que c'était l'époque où les soldats américains disaient I'm here to make a difference. Je suis là pour changer les choses. I want to make the gift of freedom
to the Iraqi people. Je veux donner la liberté, faire le don de la liberté. Une espèce de suprême arrogance et en même temps une naïveté, une gentillesse aussi de la part de ces soldats et qui ne comprenaient pas intrinsèquement pourquoi leurs copains finissaient avec les jambes coupées par des IED, finissaient amputés lors des explosions, explosions dont ils ne voyaient pas les auteurs la plupart du temps. Il y a un chiffre assez sidérant, je crois qu'à peu près les 2 tiers des soldats américains qui sont morts en Irak n'ont jamais vu l'ennemi. Celui-ci s'est manifesté toujours de façon sournoise, utilisant les points faibles, tendant des embuscades, se dérobant totalement en permanence. Et voilà. Et la sale guerre commençait. Et les Américains avaient des projets. Alors, ils voulaient changer des choses dans les quartiers, travailler, faire un système d'égout, par exemple. Je me souviens, je me dis, mais c'est complètement délirant. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être d'autres choses à faire? Je me souviens d'en avoir discuté avec Chris Andros, qui avait aussi beaucoup d'opinions sur l'Irak, qui disait, mais est-ce que finalement, il y a 80% des gens qui sont au chômage dans ces quartiers? Autant dire que ce chiffre du chômage avait augmenté avec l'invasion. Il n'y avait plus de structure, il n'y avait plus de services publics, rien du tout. Et donc, finalement, est-ce que occuper les jeunes Irakiens à refaire leur quartier ou à l'améliorer, ce serait peut-être pas une solution Et je me souviens parce que pendant ces moments d'embedment en Irak, il y a aussi des moments où on passe notre temps à attendre un départ avec une unité, à faire des paperasses, et ça prend parfois des jours. Et quand on est dans les salles d'attente comme ça, il y a des journaux, et c'était des journaux militaires. Il y avait assez rarement de la presse, on va dire, normale. Il y avait un journal qui s'appelait Stars and Stripes, qui était un journal de l'armée américaine. Et je me souviens d'avoir lu un des premiers généraux de la contre-insurrection, justement, de ceux qui prenaient une approche différente du théâtre irakien que simplement de pénétrer chez les gens, de casser la porte, d'arrêter des types devant leur famille, de les humilier, etc. Ce qui était contre-productif et qui faisait plus de terroristes et plus d'insurgés. Et dans ce magazine, il y avait un général qui expliquait que dans sa zone, il avait recommencé la récolte des dattes et que ça avait redynamisé, que les gens avaient commencé à vendre leurs dattes et il avait recommencé une sorte d'économie locale et il prônait de refaire ce genre de choses et on en parlait beaucoup parce que finalement il n'y avait rien qui se passait et finalement tout ça c'était cadeau pour l'insurrection, c'était du pain béni pour eux de trouver et de recruter sur la misère humaine et la frustration justement de cette descente aux enfers de l'Irak. Régis, dans ce quotidien que vous racontez avec les GIs, il y a une zone qui est énormément racontée, décrite dans de nombreux films américains, c'est cette Green Zone. Comment ça se passe la vie dans cette Green Zone? Alors c'était un endroit absolument incroyable parce que il y avait un mélange de recréation du monde américain à l'extérieur. Vous savez, sur leur base, les Américains veulent refaire une petite Amérique à chaque fois. Vous me direz, historiquement, les colons anglais voulaient appeler les villes qu'ils colonisaient ou qu'ils faisaient Victoria, etc. Donc, ils voulaient refaire l'Angleterre. Les Américains, eux, débarquaient, et il fallait qu'il y ait tout comme chez eux. Donc, des fast-food, des cafés, etc., des donuts. Et la Green Zone, c'était une zone bien particulière parce qu'il y avait ce mélange de l'Américain qui veut arriver et recréer chez lui dans les palais kitschissimes de Saddam Hussein. C'est-à-dire que cette Green Zone, tous les ministères avaient été faits à l'image du tyran, avec des grandes salles incroyables, du marbre, des baignoires, dans des salles de bain gigantesques, des fauteuils qui étaient restés. Je me souviens d'un général américain, la photo d'un général américain qui fumait un cigare dans le fauteuil de Saddam Hussein dans un des palais de la Green Zone. Et on avait titré Je fume les cigares de Castro dans le fauteuil de Saddam. Voilà. Et c'était vrai en plus. Et voilà, et c'était toute l'Amérique. Il y avait un côté
un peu comme pendant la guerre du Vietnam, on voyait les généraux d'Apocalypse Now ou de Full Metal Jacket. Il y avait cette même attitude un peu nonchalante à l'américaine, et surtout parce qu'il y avait le militaire et à côté il y avait le département d'État. Et le département d'État, c'était des jeunes blancs-becs qui arrivaient en costume, cravate, avec des attachés-caisses, qui voulaient révolutionner l'Irak, mais quand on discutait avec eux, on leur disait, parce que nous on était reporters, on sillonnait le pays, on disait mais vous êtes allé à Bassora, vous êtes allé à Babylone, vous êtes... En fait, on se rendait compte qu'ils n'avaient jamais quitté la Green Zone. Ah no, it's too dangerous. Ah oui, c'est trop dangereux. Donc c'est vrai que vouloir changer le pays et ne pas pouvoir quitter un endroit comme ça. Donc cette fameuse Green Zone, c'était ce mélange de, voilà, on va dire, de bureaucratie américaine, de militaires. Alors il y avait l'Amérique et puis il y avait aussi la coalition. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, George Bush appelait cette coalition qui est formée par les États-Unis pour renverser Saddam, The Coalition of the Willing, exactement la même que Emmanuel Macron avec cette fameuse coalition des volontaires. Je suis toujours dit, quand on appelle un truc coalition des volontaires, c'est-à-dire que les volontaires ne sont pas très volontaires. Qu'en fait, il faut quand même mettre la main à la pâte pour les mobiliser. En l'occurrence, il y avait des choses absolument surréalistes. À un moment, pendant une alerte, je me suis retrouvé, il y avait des soldats de la coalition qui gardaient le périmètre de la Green Zone, et en particulier des Géorgiens. Et alors, donc, on franchissait des corridors pour rentrer, pour aller au centre de presse, notamment, le CIPIC. Et un jour, il y a des tirs de mortier, ce qui arrivait assez fréquemment, puisque il y avait des barres d'immeubles pas très loin d'où surtout des miliciens chiites tiraient sur la Green Zone. Et arrive une alerte, et je me retrouve bloqué pendant 1 heure, au moment de l'heure du déj à peu près, avec des soldats géorgiens. Soldats géorgiens qui ne parlent ni anglais, ni russe, ni américain. Enfin, je ne parle pas toutes ces langues, mais il n'y avait aucune langue avec laquelle je pouvais communiquer. Et je me souviens donc particulièrement de ces soldats qui m'ont offert, avec des gestes, à manger. J'ai déjeuné avec eux sans pouvoir communiquer. Et le soir, je les ai retrouvés. Il y avait des supermarchés militaires dans la Green Zone qui s'appelaient des PX, où en fait ces soldats qui venaient d'armées pas très dotées en termes d'équipement étaient émerveillés parce qu'ils pouvaient aller dans les PX américains acheter du matériel américain pour eux-mêmes. Donc je les recroise le soir dans le PX en train d'acheter des couteaux, etc., parce qu'ils n'avaient pas le minimum. Et donc, pour revenir à ces armées mobilisées, un peu contraintes et forcées, voilà, on avait des situations comme ça où on avait des Colombiens aussi, il y avait des gens d'Amérique du Sud, où tout à coup on arrive, il y avait un checkpoint et ça parlait espagnol. Voilà, c'était ça la Green Zone. Plus tous les monuments de Saddam qui n'avaient pas bougé. Vous aviez le fameux tombeau de Michel Aflaq, qui est le fondateur de la doctrine basse, qui était au milieu, pas très loin de la Green Zone, justement. Et il y avait surtout, parce que j'ai suivi aussi à l'époque le procès de Saddam Hussein, qui était jugé, vous aviez une salle de procès, justement, dans un des anciens ministères, je ne sais plus lequel, peut-être le ministère de l'Intérieur, qui avait un truc colossal d'art totalitaire, voilà. Régis, une rencontre vous a particulièrement marqué durant ce reportage? Oui, une rencontre avec, voilà, ça fait partie des petits hasards de la guerre. J'ai tissé une amitié avec le général David Petraeus, qui était le commandant à l'époque où il avait été nommé commandant en chef des forces américaines en Irak. Pourquoi les circonstances ont été intéressantes, ou un peu, j'ai une anecdote. Enfin, c'est qu'on on était dans un poste avancé à l'ouest de Bagdad, dans un quartier qui s'appelait Houria, qui était un quartier chiite, enfin mix sunnite chiite, mais qui était en voie d'épuration ethnique, c'est-à-dire que les sunnites en avaient été partiellement chassés par les milices de l'armée du Mahdi, en fait, milices chiites. Et on avait passé la nuit entière à appréhender un chef de cette organisation. Donc avec les soldats, on a fait une approche de la maison. Ça avait duré des heures dans le noir. On suivait les soldats et puis on a fini par mettre la main sur
le chef en question, lui bander les yeux, le sortir, évacuation en hélico, etc., etc. Donc, on avait passé la nuit dehors. Il faisait une chaleur effrayante. On n'était pas loin du 50 degrés à Bagdad. Je me souviens qu'on s'était levé ce matin-là et on avait décidé de faire une lessive parce qu'on n'avait plus rien à se mettre. Ça faisait des jours entiers qu'on avait les mêmes habits et que on avait trouvé de l'eau. On lavait nos affaires et on les mettait dehors et en 10 minutes c'était sec, tellement il faisait chaud. Et on a eu de la chance parce que un soldat vient nous voir et nous dit ben, venez, on a de la visite. Je dis ah bon, oui, oui, c'est très important. En fait, c'est le général Pétréus qui arrive. Et là, on se dit, bah, faut qu'on se mette bien quand même. Donc, on récupère un t-shirt, on essaie quand même de. Et puis, on met notre gilet pare-balles et notre casque, puisque c'est réglementaire. On arrive et on rencontre le général Pétréus. Et là, le général Pétréus dit, ah, on va aller faire une visite de quartier à pied. La panique autour de. C'est dangereux, machin. Il dit, non, faut. Boots on the ground, machin, il faut qu'on montre aux habitants. Il arrivait avec ses doctrines de contre-insurrection qui consistaient à aller à dire le prix c'est la population, c'est vers la population, il faut qu'on montre qu'on les aide et que les insurgés sont, c'est eux qui foutent la merde, quoi, en gros. De façon à ce que la population soit avec nous et qu'elle chasse Al-Qaïda, en fait. Parce que c'était Al-Qaïda à l'époque. Et je me souviens de Pétréus, découvrant que j'étais français, me dit, mais, il sort une ou deux phrases en français, me dit, mais mon mentor, c'est le général Bijard. C'est vraiment le général Bijard qui a fait ma carrière. Et effectivement, Pétréus utilisait des méthodes, on va dire, très proches de celles de Bijard en Indochine, qui consistaient à s'allier avec une partie de la population et à tisser des liens de façon justement en fait, c'était Bijard, Trinquier et quelques autres, Galula, par exemple, ont véritablement mis la contre-insurrection sur les fonds baptismaux. J'ai appelé ça dans un de mes livres la façon intelligente de faire la guerre. Je ne dis pas que les Américains, mais ça rejoint la citation de Churchill que je vous disais au début. C'est-à-dire que là, on commençait à avoir une correction. Al-Qaïda a fini par disparaître grâce à l'action de Pétréus, parce que Pétréus a convaincu les sunnites qui pouvaient les protéger et que l'appui que leur donneraient les Américains, notamment contre les chiites qui voulaient les liquider, eh bien, était plus sûr et plus fiable que celui d'Al-Qaïda. Donc, pendant quelques années, les sunnites ont accepté en gros de déposer les armes. Ça a été un mouvement qui s'appelait Sarwa, qui était le mouvement de l'éveil. Et les communautés ont commencé à changer leur attitude vis-à-vis des militaires américains. Et il y a eu moins de morts. Et voilà. Donc ça a été l'action de Pétréus ensuite qui était complètement anéantie. Mais ça, c'est pour des raisons politiques, avec l'arrivée de Nouri al-Maliki comme Premier ministre irakien, qui lui était d'obédience chiite et a pratiqué le sectarisme le plus étroit, annihilant tous ces gains qui avaient été faits, et la communauté sunnite est repassée, on va dire, dans la clandestinité avec bientôt Daesh. Voilà. Absolument, Régis, parce que l'Irak, c'est aussi la confrontation avec ce qui est devenu Daesh. Alors, c'est en Irak qu'est né Daesh. Pour moi, il n'y a pas de Daesh s'il n'y a pas d'Irak. Daesh est la réponse de la communauté sunnite à son ostracisation totale, alors qu'elle a gouverné le pays sous Saddam Hussein pendant 40 ans, à tous les niveaux. Donc la communauté sunnite, arabe sunnite, hein, je ne parle pas des Kurdes qui sont aussi sunnites, qui sont à part, mais la communauté sunnite s'est vue voler le pouvoir et elle s'est vengée, on va dire, en intégrant d'autres éléments, des éléments syriens, des éléments internationaux, des Tchétchènes et autres, qui vont venir, considérant que l'Irak était devenu une terre de djihad, faire le djihad après l'Afghanistan, en fait, concrètement, et des chefs vont émerger, je pense à Zarqawi en particulier, qui vont faire concurrence même à Ben Laden sur le théâtre irakien. Donc cette intervention américaine, même le fait d'en parler comme ça aujourd'hui, je me dis qu'en fait ce monstre est né de cette intervention. Il n'y aurait pas eu d'intervention américaine,
Sous Saddam Hussein, il n'y avait pas de Daesh. Il y avait, en effet, on a essayé de dire, oui, en utilisant Zarqawi, Saddam Hussein était proche, en fait, d'Al-Qaïda, etc. Pas du tout. Saddam Hussein n'est pas strictement un laïc. Il a utilisé l'islam aussi. Quand il a été attaqué, d'ailleurs, il a brandi le drapeau de l'islam. C'est lui qui a mis la shahada sur le drapeau. Donc il n'était pas totalement laïque, mais il n'était certainement pas aligné avec Al-Qaïda comme ça a été l'argument de vente de la guerre irakienne auprès des Américains. C'était de dire que Saddam, c'était pareil que Ben Laden. Et donc, en fait, tout ça, c'était des mensonges. Mais ces mensonges et la guerre qui a été consécutive et le bourbier qui en est né, et ben de ce bourbier est né Daesh, c'est-à-dire, on va dire, une Al-Qaïda puissance 10, avec des méthodes de communication totalement originales, profitant aussi de l'expérience, on va dire, de l'insurrection irakienne, et notamment de Zarqawi et de tout son réseau, pour ensuite, et puis profitant aussi de chefs de l'insurrection qui ont utilisé les prisons américaines, je sais pas en particulier Baghdadi, pour monter leur réseau et mettre Daesh sur les fonds baptismaux. Régis, il y a une bataille qui a marqué cette guerre en Irak, c'est bien la bataille de Mossoul. Et vous, en tant que reporter, vous avez couvert cette bataille. Oui, je pense que c'est une des batailles les plus marquantes de ma vie. Je pense que je n'ai jamais... j'ai été, je serais parfois en Ukraine aussi dans des situations de danger et de conflits extrêmes. Celle de Mossoul, elle était particulière quand même, parce que je me souviens du 10 mars 2007, 2017, pardon, 10 mars 2017, où nous étions partis à l'aube pour attaquer un quartier tenu par Daesh. On était avec une unité qui s'appelait la Golden Division, en fait, CPI, donc le contre-terrorisme irakien, unité formée d'ailleurs par les Américains, avec des méthodes et un courage absolument incroyable. Euh, et nous étions partis à l'aube pour attaquer un quartier. Ça s'est très mal passé dès le début. Parce que d'abord, on a fait l'erreur de gravir une colline au lever du soleil et d'avoir le soleil dans les yeux, ce qui veut dire que ceux qui nous faisaient face nous voyaient très bien et nous, on les voyait pas. Et ils étaient, on pense, environ une quinzaine, même pas, avec des RPG. Donc ils ont commencé à nous tirer dessus. Notre véhicule a été percuté par un RPG qui n'a pas explosé, donc on a eu un bol incroyable. Le véhicule derrière a eu moins de chance, il y a eu 4 blessés. Et on s'est rendu compte à un moment, au sommet de cette colline, que on allait y passer si on sortait pas du véhicule. Donc avec mon photographe, on a décidé de sortir du véhicule. Euh, Sans demander rien à personne. Mais de toute façon, on était dans une situation tellement chaotique que plus personne s'occupait de nous. Euh, je me suis dit, j'ai déjà eu des assauts avec la Légion étrangère ou avec d'autres unités, avec les Russes aussi. Euh, j'ai déjà eu des assauts compliqués, mais j'ai toujours eu le sentiment que j'étais avec la force qui allait gagner à la fin. Là, j'étais pas sûr du tout, vous voyez. Euh, c'est une des rares fois où je me suis retrouvé en me disant non, c'est trop intense, on ne sait pas où on va, euh, on va pas y arriver quoi. Le quartier était cadenassé derrière il y avait des bulldozers devant nous qui évidemment les insurgés tiraient en priorité parce que les bulldozers dégageaient les obstacles qu'ils avaient mis, des morceaux de pierre, des ferrailles, etc., pour nous empêcher d'avancer. Et on n'avait qu'une trouille aussi, c'était le véhicule suicide. Daesh en a utilisé à environ 1000 pendant la bataille de Mossoul. Et quelques jours plus tôt, notre commandant avait failli être victime euh, d'un, d'un de ces engins. Donc en fait, les bulldozers avaient pour mission de creuser des trous
à chaque carrefour, à chaque fois que nous progressions, pour éviter que des véhicules suicides viennent nous percuter. Et je ne vais pas comment m'attarder trop sur cette bataille, mais euh, c'était d'une intensité au point que je me suis dit, mais leur vie à ces mecs, tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est d'aller au carton. Et en effet, je l'ai compris vraiment, parce que chaque semaine après, quand j'étais rentré en France, on me disait, ah, tu te souviens, un tel avec qui on était, le mec qui avait le bandana, bon, il s'est pris 6 balles, il est dans un hôpital en Allemagne. Tu te souviens, le Major Ali, le Major Ali, il est mort. Et toutes les semaines, il y avait un mort. Et en fait, la Golden Division, je crois, a perdu 40% de son effectif, ce qui est considérable. C'est véritablement sacrifié pour conquérir Mossoul et l'État islamique. Donc là, on était vraiment dans une des batailles, au cœur d'une des batailles très intense. L'armée irakienne avait besoin que des journalistes soient avec eux. Donc, évidemment, quand il y a beaucoup de morts comme ça, bah, il y a aussi des morts journalistes, puisque on a une de nos camarades, Véronique Robert, qui a été tuée vers la fin du conflit avec d'autres. Voilà, donc on se disait, forcément, il y a un moment, il y en a un de nous qui va y passer, quoi. Et ça a été elle et deux camarades aussi, enfin deux confrères. Et voilà, quoi, c'était une bataille hors norme. Les dangers, le danger, évidemment, il y a une adrénaline incroyable qui vous fait que, en fait, vous sentez plus rien, vous sentez plus de fatigue, il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus rien. Vous avez mal dormi la veille, tout à coup, vous êtes un surhomme qui a, voilà, et vous êtes capable de courir un marathon, voire de battre un record en 100 mètres. Ça, c'est le corps qui est à. Le corps est à la. Il est au rendez-vous. Il est incroyable. Il est capable de surperformer, voilà, dans ces moments-là. Et puis, au moment où ça se passe, c'est vrai que l'adrénaline forme l'excitation et vous avez besoin de tous vos sens. Et donc, vous ne pensez pas à la mort. Si vous pensez que, par exemple, vous discutez, il y a un moment de calme, et puis vous reprenez votre pactage, vous allez ailleurs, et là, il y a un obus qui tombe, et l'obus tombe exactement pendant cet assaut. L'obus tombe exactement à l'endroit où j'étais. Je me souviens que mon photographe comment est allé a récupéré un bout de l'obus et me l'a donné, un shrapnel. Et donc voilà ce qui a failli nous. Voilà. Je pense qu'effectivement, on aurait été aplati sur le coup. Bon, après, on y réfléchit hein, quand on revient. Je me souviens d'avoir ramené à l'aéroport d'Erbil ce bout d'obus. Évidemment, ça sonnait dans le portillon. Donc le type m'a dit ah non, on pouvait pas prendre ça. J'ai dit écoutez, j'ai failli, c'est l'obus, machin. Et c'était un peshmerga, enfin un kurde, il m'a dit ok, c'est bon, ça vous pouvez le garder, gardez-le avec vous. C'est votre talisman. Je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai pas. Parce que bon, après on va se dire voilà, c'est la vie, c'est le hasard. On peut très bien se prendre un pot comment un pot de fleurs aussi qui tombe d'un immeuble dans la rue et mourir. Bon, voilà, alors on essaie toujours de relativiser en disant qu'on peut être écrasé par une voiture ici. Mais c'est vrai que là-bas, il y a ce flirt permanent avec le danger qui vous rend vivant intensément. Mais bon, après, on ne fait pas les choses, on n'est pas suicidaire. Voilà, quand on a fait notre job, on revient, on ne va pas s'attarder, s'éterniser. On prend des précautions aussi et on a des manières de conjurer des choses personnelles quoi, qu'on se dit dans notre tête. Quoi, voilà. Merci Régis. Merci.